Professeur Ossini, cher ami, puisqu'on se connaît depuis très longtemps, qui est par ailleurs un Saint-Maurien, ce qui n'ajoute aucune qualité médicale, je crois. Sinon, la proximité peut-être. Ouais. En tout cas, merci, professeur, d'être présent parmi nous. Peut-être qu'avec votre équipe, vous pouvez nous rejoindre, de telle sorte que chacun puisse vous voir. Rapprochez-vous. Merci de vous être libéré à cette heure. C'est un sujet. Bonjour à toutes. Donc, professeur, donc la parité n'existe pas. Si, ou à peu près. Merci, vous êtes libéré d'avoir donné du temps avec toute votre équipe, et c'est rare, sur un sujet qui vous tient à cœur naturellement, mais qui est un sujet important. Il y a partout autour de nous des personnes qui ont eu à vivre ou qui ont dans l'entourage des personnes qui ont eu à vivre ce qu'on appelle communément les AVC. Mais le professeur Ossini fait partie de ceux qui ont été à l'avant-garde, qui ont, je crois, créé le service au CHU et qui développe depuis à la fois des recherches, mais également un service remarquable dont il va vous dire dans un instant toute l'étendue, qui va bien sûr du domaine médical, mais également dans tout l'accompagnement humain et personnel que ce genre de situation exige. Donc voilà, merci beaucoup professeur, merci à chacune d'entre vous, merci docteur d'être là également. Et puis madame la directrice, peut-être un petit mot d'accueil, puis ensuite on laissera aux spécialistes le soin de vous parler et puis peut-être d'échanger avec chacun d'entre vous. Merci. Merci monsieur le maire, bonjour à tous. Merci de nous faire l'amitié de vous être libérés en effet à cette heure en début de week-end et merci à vous tous. Je voulais juste dire quelques mots en vous indiquant un petit peu comment on était juste organisé en 3 mots. En 3 mots, on est un groupe hospitalier universitaire, c'est-à-dire qu'on est inséré dans l'assistance publique Hôpitaux de Paris. On est 5 hôpitaux réunis dans un même groupe au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. La spécialité de l'hôpital Henri Mondor, c'est d'être d'abord un hôpital d'adultes, d'un hôpital aigu et très aigu. Donc c'est un hôpital qui obéit à la fois à la pathologie lourde et à la pathologie urgente. On a une grande chance, c'est vous tous, puisqu'on est inséré dans un territoire qui est le territoire du Val-de-Marne, qui est un territoire peuplé, à qui on assure une offre de soins, je l'espère, de grande qualité. En tous les cas, vous en jugerez pour au moins une filière de soins ce soir. Et puis, également, on a la chance d'avoir, je dirais, tout ce qu'un hôpital universitaire peut apporter avec la proximité de la faculté de médecine et de l'UPEC, ce qui nous permet également de mener des études de recherche de haut niveau et d'assurer toujours le soin de la meilleure qualité possible à la population qu'on dessert, c'est-à-dire vous tous, comme je le disais tout à l'heure. Donc on parle maintenant, dans le domaine des soins, on parle de parcours de soins. Donc vous allez écouter effectivement un parcours qui est celui de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, parcours qui est incarné par la neurologie, professeur Ossini, par la neuroradio-interventionnelle, mais également par les soins de suite, et puis par tous les métiers qui tournent autour de ces pathologies, les métiers de rééducation, les métiers du soin. Voilà, je vous souhaite la meilleure soirée possible, et voilà, je n'ose dire qu'on vous accueillera avec plaisir, mais on vous accueillera avec beaucoup de professionnalisme. Voilà. Merci à tous. Merci Martine. Bon, moi je vais aller directement dans le sujet parce que j'ai quelques messages urgents à vous transmettre. L'accident vasculaire cérébral, ça peut être un drame si ce n'est pas diagnostiqué à temps, si le patient n'arrive pas dans les minutes, je dis bien dans les minutes, parce que chaque minute, si je bouche une artère dans mon cerveau gauche, ma main droite ne va plus bouger, ma jambe droite ne bouge pas, j'ai du mal à parler.
Et mon cerveau peut résister à cette situation-là quelques heures. Au-delà de ça, malheureusement, des millions de neurones qui sont off, qui ne fonctionnent pas, attendent qu'on rétablisse le jus, c'est-à-dire cette artère qui est bouchée, si on arrive à la déboucher. Et c'est un peu le secret de notre métier, c'est voir des patients. J'ai été très touché par les témoignages de familles en arrivant ici, de patients. Quand on voit un patient paralysé devant nous, qui ne peut pas parler, et on arrive à déboucher avec succès son artère cérébrale, et cette main qui était inerte, cette jambe qui ne bouge pas, cette parole qui a disparu, revenir sous nos yeux. Donc ça, c'est pour nous, c'est quelque chose en neurologie de miraculeux. Maintenant, les points négatifs, c'est vous. Ce n'est pas bien connu encore les signes de l'accident vasculaire cérébral. Quelqu'un qui bouche une artère dans le cœur, il a mal dans le cœur, ça le réveille dans la nuit à 3 heures du matin, on sait qu'il est en train de faire une attaque cardiaque, un infarctus du cœur, et ça réveille. Quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral dans la nuit, il peut boucher une artère cérébrale importante, ça ne le réveille pas dans la nuit. Ça ne fait pas mal. Et c'est le lendemain matin qu'il se réveille, qu'il dit « Ah, là, je tombe, je ne comprends pas ce qui m'arrive », ou bien il a du mal à parler. Donc les signes eux-mêmes font que l'AVC peut nous arriver assez tard par rapport au début de cette maladie. Donc là, les choses qu'il faut connaître, c'est toute apparition d'une paralysie de la face, de la main, de la jambe, même si ça a récupéré, et il faut nous appeler au secours, appeler le 15, c'est ça le message. S'il y a un message, si vous êtes témoin de ça ou quelqu'un autour de vous est en train de faire ça, une paralysie de la face, une main qui ne bouge pas, une jambe qui ne bouge pas, la perte de la parole, quelque chose qui apparaît comme ça d'un moment à l'autre, de dire peut-être il est en train de faire un AVC et appeler le 15. Et là, le 15, on va vous expliquer le parcours qui va arriver. Le 15 va nous contacter, nous dire à sa mort, il y a quelqu'un qui, il y a une demi-heure, est paralysé de la main, de la jambe, il ne bouge pas. Et nous, on va essayer. Là, notre infirmière va vous présenter le parcours de ce qui va arriver à l'arrivée de l'ambulance, de l'hélicoptère à l'hôpital. Quel est ce parcours où là, ça se compte en minutes, où on a 27 minutes pour faire le diagnostic, faire les prises de sang, faire le scanner ou l'IRM et commencer le traitement. Je sais par expérience, parce qu'on a monté l'unité neurovasculaire à Mont-d'Or il y a une quinzaine d'années maintenant, si on met plus de 27 minutes, il va y avoir des séquelles. Donc, chaque minute compte et il faut faire le plus vite possible pour sauver le maximum de neurones dans la tête. Et c'est ce qu'on va essayer de présenter. Mon ami, si tu peux passer les diapositives suivantes. Alors, quelques mots de définition. C'est quoi un AVC? L'AVC, c'est une artère qui se bouche. On peut l'appeler attaque cérébrale, congestion cérébrale. Il y a plein de symptômes. L'infarctus cérébral, donc l'infarctus, ce n'est pas uniquement le cœur. Une artère qui se bouche dans le cerveau, ça s'appelle aussi une attaque cérébrale, un AVC ou un infarctus cérébral. Diapo suivante. Il y a 2 grands types d'accidents vasculaires cérébraux. Soit une artère qui se bouche, et c'est l'ischémie, c'est l'AVC ischémique, et c'est là qu'il y a une urgence de déboucher cette artère. Je vais vous parler des moyens médicaux, les moyens interventionnels. Dr Kelsoum, qui est ici présent, va vous dire comment on va naviguer à l'intérieur du cerveau et aller chercher le caillot mécaniquement. On va mettre des filets, on va aspirer, on va à l'intérieur du cerveau sans ouvrir le crâne, en passant par des artères. Dr Kelsoum va vous expliquer ça. Donc, quand il y a un caillot, il faut faire le diagnostic très vite. De l'autre côté, vous avez les AVC qu'on appelle hémorragiques. Et là, c'est une artère qui est en train de saigner dans la tête. Diapo suivante. J'espère que les messages vont être clairs. Je ne suis pas là pour vous effrayer. Je vous montre un peu ce qu'on fait. Et il y a des messages positifs, croyez-moi, après. Donc, pour vous dire que c'est une maladie fréquente. C'est une maladie qui touche 15 millions de personnes par an dans le monde. Et en France, on estime à 150 000 nouveaux cas par an en France. Donc, il y a un AVC en Europe, toutes les minutes quasiment, il y a un AVC qui arrive. Et c'est une maladie grave parce qu'elle peut laisser des séquelles. La mortalité peut être très élevée. Et surtout, si le patient n'est pas dans le bon milieu, c'est-à-dire dans la bonne unité qui s'occupe des accidents vasculaires cérébraux. C'est une cause de handicap neurologique et c'est une cause de détérioration des fonctions cérébrales intellectuelles. Et vous voyez, je vous ai mis un chiffre qu'il faut retenir, que 50% de ces AVC, on peut les prévenir. Donc ne pas passer, si on traite les facteurs de risque, si on traite les causes, il y a la moitié des AVC qui n'arrivent pas jusqu'à l'attaque cérébrale et la paralysie, et on va vous lister quels sont les principaux facteurs de risque. Diapo suivante. Donc les signes, je vous ai dit, c'est
tout ce qui peut apparaître brutalement, la face de travers, la perte de la parole, un membre supérieur, un membre inférieur qui ne réagit pas, qui ne sent pas, et le message aussi en rouge, même si ça a récupéré, même si ça a duré que quelques minutes, au bout d'une heure, il n'y a plus rien, il faut s'alerter, même encore plus, je dirais, parce qu'il y a tout à sauver, et c'est un signal d'alerte majeur qu'on appelle accident ischémique transitoire, transitoire parce que ça a duré quelques minutes, jusqu'à une heure, ça a récupéré, mais là, il y a tout à sauver dans le cerveau du patient qui est en train de faire ça. Diapo suivante. Qui est à risque de faire un accident vasculaire cérébral? Pour faire simple, tous les patients qui ont des problèmes du cœur sont malheureusement menacés de faire une attaque cérébrale. Un cœur qui ne fonctionne pas bien, il est insuffisant, arythmique, les valves qui ne fonctionnent pas, il a été opéré, il a une valve mécanique, il a un stent, il a eu des ennuis cardiaques, une arythmie cardiaque, ça c'est des patients à risque de faire un accident vasculaire cérébral, et surtout qu'il y a certains patients qui prennent des médicaments pour le cœur, l'excès de ces médicaments peut faire saigner dans la tête, et la non-prise de ces médicaments-là, il y a un risque de faire une embolie cérébrale. Notre ennemi numéro un, nous, le cerveau, les patients qui ont des anomalies de tension artérielle, une tension artérielle supérieure à 14, pour nous, c'est un danger, parce que c'est le principal facteur de risque. Si on le traite, celui-là, on réduit par 7 le risque de faire un accident vasculaire cérébral, qu'il soit ischémique ou hémorragique. Donc, plus la tension artérielle est basse pour nos patients, plus ils sont protégés et moins de risque de faire un accident vasculaire cérébral. Si on augmente la tension à 15, 16, là on multiplie par 5, 6, 7 le risque de faire un AVC. Donc la tension artérielle, c'est notre ennemi numéro un parce que ça bouche les artères, ça fait de l'hémorragie cérébrale et ça peut causer l'accident vasculaire cérébral ischémique. Diapo suivante, là je liste le tabac, bon vous savez, c'est pas bon pour toutes les artères, y compris les artères du cerveau. Diapo suivante, le sucre, le diabète. Et ça, c'est une maladie aussi très fréquente dans les pays dits développés. Donc, quand on est diabétique, de l'hypertension et du tabac, ça ne s'ajoute pas à ces facteurs de risque, ça se multiplie. Là, au lieu d'avoir 7 fois plus de risque, on peut aller jusqu'à 14, 21, 35 fois plus de risque de faire un accident vasculaire cérébral. Diapo suivante, le cholestérol élevé, ce n'est pas bon pour les coronaires, les artères du cœur, mais aussi pour les artères cérébrales. Diapo suivante, l'excès d'alcool. Alors, un verre d'alcool, ça va. Au-delà, c'est pas bon. Diapo suivante. Je regarde personne, hein, c'est juste comme ça. La sédentarité, la surcharge pondérale, diapositive suivante. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont plus ou moins importants, mais si on les ajoute, c'est là qu'il y a une catastrophe qui peut arriver jusqu'à boucher les artères cérébrales. Diapo suivante. Donc, quelles sont les causes de l'AVC? Cœur malade ou les artères qui sont en train de se boucher, et les artères qui nourrissent le cerveau, il y en a plusieurs. Sachez, il y a les deux carotides, une à droite, une à gauche, et le cœur. Donc, les maladies cardiaques, les maladies qui bouchent les artères, ça peut aboutir à l'accident vasculaire cérébral. Diapo suivante. Donc, il faut agir vite. Le diagnostic doit être fait en moins d'une minute. Et là où ça pêche, ce n'est pas le SAMU et les pompiers qui font un travail extraordinaire, parce qu'en 30 minutes, on arrive dans une unité neurovasculaire comme la nôtre à Mont-d'Or, mais c'est le délai entre l'apparition des signes et l'appel du 15 où c'est encore de plusieurs heures. Et nous, vous allez voir qu'on a 4 heures, 5 heures maximum pour déboucher cette artère cérébrale. Donc s'il arrive le lendemain, le patient, ou 12 heures après, malheureusement, il y a des neurones qui ont souffert et il y a des séquelles qui s'installent. Diapo suivante. Les signes, c'est ceux-là, c'est un œil qui ne voit pas, le patient, une faiblesse, j'insiste parce que c'est ça qui peut faire la différence, une main qui ne bouge pas, une jambe qui ne bouge pas, et qui peut être juste une faiblesse ou alors paralysie complète. Il y a tous les stades de 0 à une petite faiblesse, et tout ça, c'est la même signification. Donc, il y a un endroit du cerveau qui ne fonctionne pas, qui ne reçoit pas du sang, et les neurones, ils se mettent en off, mais ils sont encore vivants si on arrive à les traiter vite. Diapo suivante. Le message, c'est appeler le 15, et là, c'est le SAMU qui va trouver, il va réguler, trouver l'unité spécialisée où il y a un lit, et là, je vais laisser la parole à vous. On va vous démontrer que fait-on quand on reçoit l'appel du 15, comment on se prépare à l'hôpital Mont-d'Or, dans une unité neurovasculaire, où on accueille le patient. Et là, je vous ai dit, chaque minute compte, parce que très vite, je vais vous installer la présentation. Je vais vous la faire. Quand il arrive, le patient, ce qu'on va faire, ce qu'on va préparer,
Et ça, il faut qu'on dépasse pas 30 minutes pour sauver tout ce cerveau-là. Bonjour à tous, donc moi je suis Madame Gomez, j'ai été avant infirmière en salle et actuellement je suis infirmière coordinatrice pour la consultation justement après l'AVC. Donc je vais vous présenter ce qu'on fait en aigu comme le professeur Rossini vous a expliqué. Donc à partir du moment où vous faites votre AVC, que vous êtes transporté chez nous par le SAMU, si vous voulez bien passer s'il vous plaît, merci. Donc là c'est au moment où vous arrivez à l'hôpital. Oui, s'il vous plaît. Merci. Je vous fais travailler 2 fois. Donc, nous, en tant qu'infirmières, maintenant, on a quelques nouveautés qui sont apparues depuis plusieurs mois. C'est que maintenant, on a une infirmière qui est dédiée pour vous recevoir en urgence. Donc, c'est une infirmière qui est là 24 heures sur 24, 365 jours par an, comme notre neurologue aussi. Donc, à partir du moment où vous arrivez à l'hôpital, on est prévenu déjà avant. Et donc, nous, on prépare tout ce qui est matériel d'urgence, notamment la mallette, comme vous pouvez voir ici sur la photo, avec tout le matériel qui va nous permettre de vous perfuser et de faire la prise de sang, et ensuite vous administrer le traitement. Ensuite, s'il vous plaît. Alors, donc on prend aussi le lit pour pouvoir vous ramener ensuite en unité neurovasculaire. On prend également ici l'appareil qui est le SCOPS, qui va nous permettre de surveiller la tension et la fréquence cardiaque pendant le transport. Une bouteille d'oxygène au besoin, et là c'est encore notre matériel pour faire la prise de sang et la perfusion. Donc une fois qu'on a reçu l'appel du médecin avec toutes vos coordonnées, on remplit des feuilles pour pouvoir faire une préadmission informatique, c'est-à-dire qu'on vous enregistre avec les informations qu'on a dans notre service informatique et il y a un numéro qui vous est tout de suite dédié pour ensuite permettre le suivi une fois que vous serez hospitalisé. Donc là, vous arrivez au niveau de l'imagerie, ici l'IRM et le scanner pour faire le diagnostic de savoir si c'est un AVC ischémique ou hémorragique. Et donc, juste avant de passer l'examen, donc, le médecin vous pose des questions un peu plus poussées. Nous, on vous fait la perfusion et la prise de sang. On prépare tout pour que l'aide-soignant puisse tout amener au niveau des différents laboratoires en spécifiant bien que c'est une urgence vitale. Et ensuite, il va faire donc votre admission en urgence aussi. Donc ensuite, le diagnostic est fait suite à l'imagerie. Et une fois que tout ça est fait, on vous ramène dans la chambre qui va nous permettre de vous surveiller, de vous administrer le traitement pour déboucher les artères s'il y a besoin. Ensuite, il faut savoir que vous allez être relié à un appareil, donc un scope, qui va vous surveiller selon les réglages que nous on va mettre. Et dans notre poste de soins, on a cet écran où on a nos 10 patients qui sont là en permanence. Et dès qu'il y a un souci, en fait, une tension trop élevée ou trop basse, avec les réglages qu'on a fait, ça nous informe en direct. Et ensuite, vous allez passer en moyenne, c'est à peu près 1 semaine en soins intensifs. Et tous les jours, on fait le point sur l'évolution du patient en faisant une réunion quotidienne avec les médecins, les kinés, l'orthophoniste, la diététicienne, la psychomotricienne, l'assistante sociale, les cadres aussi et les infirmières, évidemment, et les aides-soignantes aussi. Voilà, merci beaucoup. Du coup, je passe la parole à notre collègue Non, c'est au médecin, du coup, rééducateur, le docteur Collat, c'est ça? Non, excusez-moi, je termine la phase aiguë. Ah, d'accord, ok. Merci, Simone. J'en ai encore pour quelques minutes pour vous dire ce qu'on fait à la phase aiguë. Donc, le premier traitement, c'est mettre le patient dans une unité spécialisée, une unité neurovasculaire, où il y a tout ce qu'on vient de vous dire. C'est cette équipe-là qui est un traitement qui réduit la mortalité et la morbidité très, très vite. Ça, c'est le traitement numéro 1. La deuxième chose, il faut, s'il y a une artère bouchée, et c'est l'imagerie qui permet de nous dire, il y a une artère qui est occluse, on a ce produit qui est un produit thrombolytique qui peut déboucher l'artère, et ça, on a 4 heures et demie depuis l'installation des troubles. Parfois, on n'a pas l'heure. Le patient retrouvé tout seul par terre, on ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé l'hémiplégie. Et s'il a fait l'accident vasculaire cérébral au réveil, on n'a pas toujours l'heure exacte du début. On va voir que l'imagerie peut nous aider. Diapo suivante. Donc le traitement, c'est
c'est celui-là qu'on arrive à administrer et qu'on administre vite. Parce que le neurone qui ne reçoit pas le sang, il peut résister 3-4 heures, il est off. S'il s'occupe de la main, elle ne bouge pas. Mais si on arrive à déboucher cette artère cérébrale, ce neurone qui était off redevient on, il est encore vivant. Et il peut résister comme ça quelques heures, mais plus on attend, plus il y a des neurones qui souffrent d'une façon irréversible jusqu'à la mort cellulaire. Diapo suivante. Et ça, on le voit maintenant avec l'imagerie nouvelle qu'on voyait ici. Est-ce qu'il y a un laser? Non. Là, vous voyez une artère qui est occluse. Je vais me déplacer pour vous montrer. Voilà ce qu'on fait dans la machine IRM que Simone vous a montré tout à l'heure. Donc, très vite, on voit qu'il y a une artère qui manque ici dans le cerveau à gauche. Et on voit que tout cet endroit-là, ce sont les neurones qu'on appelle off. Ces neurones-là ne fonctionnent pas. Ils sont éteints, donc le patient souffre de signes qui sont la paralysie, la perte de la parole, mais son cerveau n'est pas détruit, il est presque normal. Là, vous avez une coupe du cerveau, ça c'est le cerveau, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Tout ce qui est blanc ici ne reçoit pas de sang ici. Donc si on arrive à déboucher cette artère dans les premières heures, ces neurones qui sont allumés en blanc, là, comme vous voyez ici, ils sont encore vivants. Diapo suivante. Et c'est ce qu'on a fait chez cette patiente. On a débouché l'artère. Vous vous souvenez, elle était complètement occluse. Et elle a gardé presque 98% de son cerveau normal. Il y a eu perte de quelques neurones, mais surtout que deux jours plus tard, cette patiente, elle a tout récupéré de son hémiplégie aphasie. Elle a tout récupéré si on la traite très très vite. Diapo suivante. Ce traitement qui s'appelle la thrombolyse, il est très efficace dans les premières heures, mais plus on attend, là vous avez le temps ici en heures, plus le temps passe, plus ce traitement devient peu efficace, parce qu'il y a moins de neurones sauvables, les neurones sont détruits. Diapo suivante. Et pire que ça, ce traitement devient très dangereux avec le temps parce qu'on risque de faire une hémorragie secondaire. Chose qu'on n'a pas dans le cœur. On doit déboucher une coronaire bouchée même à la 12e heure, 24e heure. Mais nous, si on fait ce produit-là après 4h30, 5h, comme vous voyez ici, diapo suivante, le risque, c'est de faire ça, c'est de faire un saignement secondaire. Le sang, on peut déboucher l'artère, mais il y a trop de sang qui arrive dans ce cerveau abîmé. Et là, il y a une hémorragie qui peut être fatale pour le patient. Diapo suivante. Donc ce traitement, il est très efficace, mais c'est temps dépendant. Si on le fait vite dans les premières heures, c'est très efficace. Et on estime, pour 100 patients à qui on administre ce produit, un tiers, c'est les petits bonhommes verts, récupèrent complètement, c'est les bonhommes verts foncés. Ils récupèrent complètement jusqu'à pouvoir retourner à la maison après ce séjour en soins intensifs et pas besoin d'aller à Albert Chenevier. Je vois Dr Colas qui va vous parler d'Albert Chenevier, qui est la post-phase aiguë, où il y a une rééducation, où la récupération n'a été que partielle, et il faut aider ces patients à récupérer le plus totalement leur indépendance, leur autonomie pour le retour à domicile. Sachez que pour 100 patients, on a 3 patients qui saignent secondairement. Ça, c'est les hémorragies dans un cas fatal. Donc, c'est un médicament qui est très efficace, mais il est dangereux, il a des contre-indications, on ne peut pas l'utiliser dans n'importe comment. Diapo suivante. Donc, ce traitement, il marche très bien, mais le temps pour l'administrer est très compté, c'est 4 heures, 4 heures et demie. On ne peut pas le faire si le patient a fait l'AVC ce matin, il y a 12 heures, c'est trop tard, je ne peux pas le faire. Il ne marche pas pour les grosses artères qui sont occluses, et on ne peut pas l'administrer chez quelqu'un qui vient d'être opéré, qui a une cicatrice opératoire, parce que là, je vais le faire saigner. Et s'il prend des médicaments anticoagulants, il est à risque hémorragique. Si je donne ce produit-là, il va saigner là où il y a une cicatrice ou un ulcère. Et là, j'ai besoin de mon collègue et ami Dr Kelsoum. Quand il y a une occlusion d'une artère proximale, on va faire ce traitement-là s'il est dans les indications, et on va préparer le patient pour aller à l'intérieur du cerveau, chercher ce caillot de sang qui est à l'intérieur du cerveau. Et ça, Dr Kelsoum va vous expliquer comment on fait. Donc, prends un autre micro. Pendant que nous, c'est dans la machine IRM pour gagner du temps. Le patient, il est encore dans la machine IRM parce que je vous ai dit, on a 27 minutes pour faire tout ce traitement-là. Vous voyez la rapidité avec laquelle. Si on voit qu'il y a une artère occluse, on commence à faire le produit. Ça prend, le bolus, c'est en 3 minutes.
La totalité du produit, c'est en 1 heure pour administrer tout ça. Et pendant ce temps-là, on a appelé notre collègue neuroradiologue interventionnel qui va préparer une salle de cathéter. Le patient va sortir de l'IRM du scanner et on va courir dans les couloirs pour aller dans la salle de cathéter. Et là, je laisse la parole à Dr Kelsoum. Bonsoir. Alors, il faut savoir qu'en parallèle de cette merveilleuse équipe de neurologie, il y a une équipe de neuroradiologie, il y a l'étape diagnostique et puis une étape interventionnelle, pareil en collaboration avec l'équipe d'anesthésie et plus ou moins avec l'équipe de neurochirurgie. L'idée, quand on est alerté, actuellement ça a été validé, il y a plusieurs virages révolutionnaires dans ce domaine-là. Le premier, c'est vraiment la création de l'unité de soins intensifs neurovasculaires. Deuxième virage, c'était le traitement médical, c'est l'actylyse, on appelle nous le desktop. Et puis après, si le desktop ne marche pas, ça a été maintenant, on va dire, confirmé récemment, fin 2014, que l'association entre le plombier et le travail de l'actylyse augmente les chances de recanalisation. Ça veut dire l'artère bouchée, avec le traitement médical tout seul, on arrivait à déboucher une partie. Actuellement, on est capable de déboucher jusqu'à 80, même 90% des artères. Alors c'est un des éléments, ce n'est pas suffisant, mais c'est un élément très important qui permet à long terme et avec une évaluation à 90 jours de récupérer une autonomie très importante. Alors comme l'équipe de neurologie, nous pareil, on est concernés à 100%, il n'y a pas de limite d'âge pour nous, il y a des critères, il y a un échange, il y a des critères d'échange très rapides maintenant pour valider l'indication du traitement. Et une fois qu'on a mis l'indication très rapidement, avec des moyens de consulter les images à distance, on est joignable H24, 7 sur 7. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible pour déboucher cette artère. Alors, on est alerté, le patient, il est à l'IRM, on commence en direct, on pose quelques petites questions, la clinique est indispensable, puis après, sur les données de l'IRM, on voit qu'il y a du cerveau à sauver et il y a une artère qui est bouchée et il faut faire maintenant le maximum, aller très loin, très vite pour aller déboucher cette artère. Alors, le temps maintenant de faire toutes les séquences, compléter l'IRM pour avoir le maximum d'informations et en même temps, et heureusement, il y a le traitement médical qui est en train de couler. Et nous, on est en train là de préparer la salle de cathé. Je ne sais pas si certains connaissent maintenant les cathés de cardiologie. C'est un milieu, on va dire, de bloc opératoire basé sur les rayons X, s'il vous plaît. C'est notre bloc opératoire, dans des conditions, on va dire, de stérilité stricte. On va installer le patient très rapidement. Autour de lui, il y a notre équipe, il y a l'équipe d'anesthésie. Pour préparer le patient, il y a un IAD, un infirmier anesthésiste, un anesthésiste. Puis après, je travaille avec un manip. Et voilà. On va installer le patient très rapidement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et on va passer souvent, on dit chez nous, tous les chemins passent par la cuisse. On va passer par l'artère fémorale quand c'est possible. Sinon, on va passer, et rarement, par le bras. L'idée, c'est de passer par une artère. C'est l'arbre artériel, il y a des communications. En passant par l'artère fémorale, on remonte vers le haut, puis après, dans les vaisseaux qui vont, comme le professeur Hosseini nous l'a dit, il y a 4 piliers pour aller vasculariser le cerveau. Nous, sur l'imagerie qu'on fait, sur l'IRM, on sait notre artère cible. S'il vous plaît. Alors, on va mettre un introducteur, une sorte de petit désilé qui va nous permettre de rentrer. Et l'idée, maintenant, on sait qu'il y a une artère qui est fermée. Ça, c'est un exemple. J'ai dû passer par le bras. L'idée, c'est d'aller déboucher l'artère qui est bouchée. Alors, comment ça se passe ? Il y a 2 modalités, ou la troisième, c'est la combinaison. En fait, on va franchir... je peux voir l'autre exemple, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est une pompe d'aspiration. L'idée, c'est d'aller en contact du caillot. Il faut aller chercher le caillot. Soit on va le franchir, on va ouvrir une sorte de lasso qu'on appelle un stent qui va écraser complètement le caillot. Puis après, on va retirer le caillot. L'autre modalité, et ça on choisit nous en fonction des données de l'imagerie, on monte avec des petits tuyaux. On se met en contact du caillot et puis après, on va l'aspirer. Alors, des fois, et on le sait d'emblée, pour anticiper toutes les chances pour pouvoir déboucher cette artère, on va faire une combinaison. On va à la fois ouvrir un stent qui va écraser complètement le caillot, on va mettre le petit tuyau d'aspiration en contact, on va l'ancrer complètement et on va retirer l'ensemble.
Voilà, ça c'est un exemple. Vous voyez, alors si une autre modalité d'imagerie, ça c'est dans notre salle d'opération. On fait toujours une petite injection pour voir qu'est-ce qui se passe et on voit qu'il y a une amputation à ce niveau-là. L'arbre artériel est incomplète, il y a une amputation à ce niveau-là. Alors je vous ai mis un petit schéma, on monte avec un premier tuyau par là. Diapo suivante, on va franchir le caillot, on va aller au-delà du caillot maintenant, on va vérifier qu'on est dans les vaisseaux, qu'il n'y a pas eu maintenant de passage en dehors des vaisseaux, et puis après on va ouvrir un stent, aspirer, vous avez vu il y a la pompe d'aspiration, on va aspirer, cette combinaison va permettre, s'il vous plaît, de récupérer le caillot, c'est ça le stent. Et puis après le cathé d'aspiration qui sera vraiment à proximité, s'il vous plaît, et l'idée c'est d'obtenir ce résultat. Voilà. Merci. On va continuer comme ça à vous montrer un scénario, j'espère pas effrayant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'images. Donc, soins intensifs les quelques jours, on essaie de déterminer d'où vient ce caillot. Une fois que l'artère est débouchée, les neurones commencent à s'allumer. Ça vient du cœur, il y a des traitements à visée cardiaque. Si c'est une carotide qui est en train de se boucher, on la débouche. Et chez nous, à Mondor, on a toutes ces spécialités et on peut opérer tout de suite, la première semaine ou à quelques jours de l'AVC, s'il y a une artère dans le cou qui est en train de se boucher. Après, commence la rééducation. Et là, je vais laisser la parole tout de suite à Dr Colas, qui travaille à Chenevier avec nous, en rééducation, qui va se présenter et qui va vous expliquer tout ce qu'on fait en post-accident vasculaire cérébral. Donc bonjour, donc moi je suis Dr Gokola Caroline, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation. Voilà, donc je travaille en fait sur les deux hôpitaux, sur l'hôpital Henri Mondor, mais aussi surtout en fait sur le site de Albert Chenevier où sont les lits de rééducation. Et donc effectivement, nous recevons après le temps d'hospitalisation en aigu en unité neurovasculaire, en fait les patients qui ont donc des séquelles liées à l'accident vasculaire cérébral et qui ont donc en fait un déficit neurologique. Donc un certain nombre de patients, donc comme vous l'a dit le professeur Osseini, sont des patients qui ont récupéré puisqu'il y a eu le miracle des unités neurovasculaires et de la thrombolyse et de la thrombectomie qui a sauvé beaucoup de patients d'un handicap sévère et puis vont en rééducation, donc un certain nombre de patients qui ont besoin donc de travailler en fait pour récupérer une fonction motrice. Donc les fonctions motrices essentielles, ça va être essentiellement donc récupérer une capacité de marche et d'autre part, s'il y a une séquelle au niveau du membre supérieur, des capacités d'utiliser le membre supérieur pour les activités de vie quotidienne, voire plus, des activités de loisirs. Donc au sein en fait du service, vous avez donc en fait toute une équipe multidisciplinaire qui va comporter donc bien sûr des médecins de rééducation et puis une équipe de rééducateurs qui vont être des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens et motriciennes, des professeurs d'activité physique adaptée, des diététiciens, des psychomotriciennes, je l'ai déjà dit, des neuropsychologues, des ergothérapeutes. En fait, le patient qui a un accident vasculaire cérébral et qui a des séquelles, il va essentiellement présenter ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire un tableau d'hémiplégie. Ils vont avoir un déficit plus ou moins sévère de la motricité d'un côté du corps. Ce déficit, en fait, il va être lié à la mort et à la lésion d'un certain nombre de cellules neurologiques. Et donc, vous allez avoir, en fait, un problème pour réaliser des mouvements actifs avec la jambe ou avec le bras. D'autre part, en fait, très vite après l'accident vasculaire, du fait des contraintes qui sont imposées par tous les examens et les interventions en neurologie, le patient va être immobilisé, la plupart du temps effectivement dans un lit, puis petit à petit au mieux dans un fauteuil avant d'arriver en rééducation. Il va y avoir des complications musculaires qui vont très vite se développer
et donc des muscles en fait qui vont très vite se raccourcir et gêner la remise au patient, la remise debout du patient. Donc nous, l'objectif, ça va être en fait de faire travailler le patient en rééducation et de cibler au mieux les interventions des rééducateurs pour améliorer les capacités du patient. Et en fait, dans tout ça, dans tout ce travail, j'insiste particulièrement en fait sur la notion de plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'en fait, par le travail, avec le temps bien sûr, mais par le travail, on va induire en fait spontanément déjà par la lésion qui a eu lieu dans le cerveau, le cerveau va se réorganiser et donc va réorganiser tout doucement des circuits. Et puis avec la rééducation soutenue, la rééducation qui est longue, parce qu'on est en neurorééducation, donc la neurorééducation, la récupération, ça prend du temps, on va induire en fait des modifications du cerveau autour de la lésion, autour de la zone qui est abîmée, qui est morte, pour modifier petit à petit, récupérer des fonctions. Et donc en fait, ça va se faire comment ? Le parcours de soins du patient en rééducation, le patient donc a été hospitalisé dans un service de neurologie, donc au mieux en neurovasculaire, et puis il va venir en rééducation dans des lits d'hospitalisation, et là il aura toute une équipe, comme je vous l'ai dit, de rééducateurs, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, professeurs de sport, pour faire des activités diverses et variées. Donc en fait l'objectif, ça va être en fait de faire travailler le patient. Et donc, faire travailler le patient, ça veut dire que le patient va descendre sur un plateau technique de rééducation, dans un fauteuil ou debout s'il peut, et va faire des exercices. Et donc, il va travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être des fois 4 heures dans la journée. Le reste du temps, il est chez lui, il est dans sa chambre. Donc, l'objectif, c'est aussi de lui dire, écoutez, vous avez du temps pour vous occuper de vous-même, travaillez aussi, refaites des exercices qu'on vous a montrés en rééducation pour améliorer les choses. Et rapidement, en fait, donc, le patient va être pris dans l'équipe, il va rester un certain temps. Souvent, les hospitalisations sont on va dire en moyenne, c'est 3 mois de prise en charge. Mais il y a encore du travail derrière et après, le patient va sortir. La difficulté à la sortie, c'est qu'il va se sentir un petit peu tout seul. Il va avoir quoi ? Il va avoir un kiné, une ergothérapeute, une orthophoniste, c'est qu'ils vont le prendre 3-4 fois par semaine au maximum. Donc nous, on a essayé de développer dans le service des exercices que le patient peut s'appliquer à domicile une fois qu'il est sorti. Donc on va revenir sur le travail qu'on fait dans le service. Diapo suivante. Donc en fait, alors il faudrait peut-être baisser un petit peu le rétroprojecteur en fait. Donc en fait, dans le service, le patient, dès que possible, il va être installé au mieux dans son fauteuil, dans son lit et après... Merci beaucoup. Donc, en fait, il va être installé dans un fauteuil pour le patient qui ne marche pas. Et donc, il va être installé dans un fauteuil. On va positionner correctement les membres inférieurs, mettre un coussin, positionner les membres supérieurs. On va le positionner au lit pour éviter qu'il y ait des problèmes musculaires, qu'il ait en fait un pied qu'on appelle un pied équin qui ensuite empêchera le patient de se mettre debout. On va mettre des attelles éventuellement qu'il aura au fauteuil dans la journée. Et puis pour les patients qui peuvent descendre sur les plateaux de rééducation, c'est la majorité des patients, on va travailler en fait la possibilité de les verticaliser, leur réapprendre en fait à se mettre debout, donc souvent sur des plans inclinés. Et puis petit à petit, entre des barres de rééducation, donc le patient en fait va être incité à travailler, à marcher, à se mouvoir, à bouger. Donc au départ, entre les barres, donc vous voyez avec ou sans attelle, avec après... Si nécessaire, une canne tripode ou une canne simple, il va travailler avec le kinésithérapeute tous les jours des exercices qu'il va répéter. Voilà. Suivante, s'il vous plaît. Donc, et puis, on va dire, le patient a du temps, donc autant essayer de transposer ce qu'on a fait en rééducation sur le plateau technique dans la chambre. Donc, on va expliquer au patient que c'est important qu'il se lève un petit peu tous les jours. Il y a des barres pour l'aider, qu'il puisse, par exemple, étirer certains muscles qui sont courts. La kiné peut lui faire travailler aussi les escaliers. On va le faire travailler donc un certain nombre d'étirements, des parcours d'obstacles. On peut les faire se déplacer. À Chenevier, on a la chance d'avoir un parc. Donc il y a un parcours de rééducation. On peut aussi faire travailler le patient à l'extérieur. Bien sûr, ce n'est pas en plein hiver quand on a de la neige et du verglas, mais on adapte aux patients, bien sûr, aux conditions climatiques. Voilà, donc on a cette chance-là aussi sur le service de pouvoir avoir un parcours de soins à l'extérieur.
Donc ça, c'est surtout le travail qui est fait aux membres inférieurs. On va passer à la suivante. Donc là, après, c'est comment se passe le travail aux membres supérieurs. Alors bien sûr, la kinésithérapeute peut faire du travail sur le membre supérieur. C'est beaucoup le rôle de l'ergothérapeute qui va insister sur le fait qu'il faut que le patient, petit à petit, fasse des exercices au membre supérieur. Donc ça va être la même chose. Si nécessaire, on va mettre des attelles, vous voyez, pour étirer le poignet et les doigts. Le patient, pendant les séances, il peut faire autre chose et être posturé en étirement. Là, vous avez en fait des fiches d'explications d'exercices qui sont mises dans la chambre du patient pour l'inciter à reproduire les exercices qu'on lui a montrés. Et puis, les patients s'étirent et les patients travaillent. Donc là, par exemple, la personne qui est là, elle va travailler d'ouvrir sa main, comme disait le professeur Hosseini. Il y a des séquelles, quelquefois, la main où elle est difficilement mobilisable, où elle est très paralysée, et on va insister en fait pour obliger le patient à bouger. Il faut que le patient fasse des efforts actifs de travail réguliers. Donc là, vous avez des exemples. Cette dame, elle va faire des efforts pour essayer de lever son épaule. Elle va répéter l'exercice de façon progressive, un petit peu tous les jours, en plus de tout ce qu'elle fait en kiné. Et puis, vous avez, par exemple, l'ergothérapeute qui, en séance d'ergothérapie, va faire travailler en plus les préhensions aux patients. Et petit à petit, le rôle de l'ergothérapeute, ça va être d'apprendre au patient à réutiliser sa main, son membre supérieur, à ne pas l'oublier, parce qu'autant quand on marche, on utilise de façon alternative le côté sain et le côté parétique. Par contre, au membre supérieur, on a tendance à tout faire avec le côté qui fonctionne et de laisser de côté le côté qui ne fonctionne pas. Donc il faut inciter le patient à prendre conscience qu'il faut qu'il bouge aussi son membre supérieur. C'est pour ça qu'on l'implique beaucoup dans ces exercices. Et l'ergothérapeute, petit à petit, son rôle, ça va être aussi d'apprendre au patient à réutiliser sa fonction pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir faire sa toilette, pour pouvoir s'autonomiser, sonner, appeler, utiliser le téléphone. Et puis, elle va avoir un rôle d'aller au domicile, souvent avec l'assistante sociale, pour faire des adaptations au domicile. C'est le temps de la réadaptation, en vue de la sortie qui s'anticipe énormément en rééducation. Alors, je vais vous montrer la suite. J'ai presque terminé. Voilà, et pour aider les patients, en fait, on a mis en place, une fois que le patient est sorti de l'hôpital, on a mis en place en fait des ateliers où on fait revenir les patients en groupe avec des rééducateurs, kinésithérapeutes, ergothérapeutes. Il y a aussi une infirmière d'éducation thérapeutique où elle continue à expliquer aux patients donc comment aller étirer un muscle, comment aller faire des exercices pour lever le pied pour améliorer la marche, comment faire des exercices pour plier le genou pour améliorer la marche. Voyez, donc ces exercices, en fait, ils sont répétés, appris au patient pour que le patient, une fois qu'il est rentré à la maison, il ne se sente pas complètement abandonné et qu'il puisse continuer, accompagné de son kiné, de son orthophoniste et de son ergothérapeute, tout le travail qu'il a entamé en rééducation à l'hôpital. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le patient, une fois qu'il rentre à la maison, il n'a pas forcément tout récupéré. Les patients qui ont tout récupéré, c'est ceux qui sortent directement du service de neurovasculaire pour aller chez eux directement pour la plupart. Nous, on a effectivement en rééducation des prises en charge longues. Et la grosse difficulté, c'est que les gens, une fois qu'on commence à parler de la sortie de l'hôpital, eh bien, ils se sentent abandonnés. Parce qu'ils ont été très bien pris en charge en neurovasculaire, ils ont été pris en charge en neurorééducation pendant longtemps. Donc finalement, ça fait souvent 3, 4, 5 mois qu'ils sont à l'hôpital dans une équipe entourée. Et tout d'un coup, ils vont se retrouver tout seuls à la maison. Et docteur, comment je fais? Et madame la kiné, mais vous allez venir à la maison m'aider? Voilà. Et donc, petit à petit, en fait, on va accompagner les gens sur le retour à la maison. Dernière petite... Voilà, donc ça, c'est le travail qui se fait, vous voyez, en ergothérapie sur les membres supérieurs, en atelier, où on explique aux gens comment faire les exercices. Ça, c'est du travail d'ergothérapeute. Elle va faire travailler les prises d'un bocal, les prises d'un verre, d'une bouteille. Tout ce qui est dans la vie quotidienne, finalement, va être gêné. Et puis, on va faire aussi, pour des gens qui sont en fin de récupération sur la main, on a mis en place aussi des groupes de travail sur la main, où les gens viennent le soir. Pour la plupart, c'est des gens qui travaillent, aussi à l'extérieur, qui ont repris leur activité, et sur lesquels on fait du travail répété sur la main.
Donc on a mis en place, suivante, en fait pour le patient, des exercices qu'on leur prescrit comme une ordonnance de médicaments. Mais nous, on est rééducateurs, on a créé des ordonnances de rééducation pour le patient à domicile. Et donc, ce que je voulais surtout vous faire passer comme message, c'est que le professeur Hosseini vous a dit que chaque minute comptait. D'accord ? Chaque minute compte quand on fait un accident vasculaire. Il y a un délai à respecter, il faut aller vite. En rééducation, c'est la durée qui va compter. C'est la répétition et la durée. Et ce que je veux faire passer, le message essentiel que je veux faire passer, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour démarrer de la rééducation. C'est terminé le temps où on disait aux gens, vous avez un bras comme ça, c'est terminé, vous ne récupérerez jamais. Ce n'est pas vrai. Tant qu'il y a un cerveau, et il y en a, puisqu'il a été beaucoup sauvé en neurovasculaire, tant qu'il y a un cerveau, il y a des choses qui peuvent être faites. Tant qu'on a quelqu'un qui a envie de faire des efforts, qui a envie de reprendre des exercices, il peut modifier son cerveau sous l'influence du travail. Donc il n'est jamais trop tard. Dernière. Voilà, je voulais juste vous laisser les coordonnées du service si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Et bien sûr, gardez toutes les questions pour toute l'équipe à la fin de nos présentations variées. Toutes les questions, on va les prendre. Dans notre équipe, alors, vous avez vu, il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences différentes. Là, on va insister sur l'orthophonie. Et Julie va vous parler de ce qu'elle fait à la phase aiguë, parce qu'une chose qui peut être très grave, c'est les troubles de déglutition qui peuvent engager le pronostic vital du patient s'il avale de travers, et le trouble du langage. Donc elle va vous parler du travail d'orthophonie. C'est Julie qui va vous présenter ça en quelques minutes. Donc, bonjour à tous, je me présente, Julie Rousset, donc je suis orthophoniste à l'hôpital Henri Mondor. Je travaille en unité neurovasculaire, donc dès l'admission du patient dans le service. Diapositive suivante. Donc après un AVC, comme l'expliquait le professeur Hosseini et le docteur Colla, on peut présenter des troubles du langage selon la lésion cérébrale qui est la zone cérébrale qui est touchée. Le langage se situe dans l'hémisphère gauche, donc si c'est un AVC qui se situe à gauche, on a plus de chances, alors c'est pas le cas pour toutes les personnes qui ont ce type d'AVC, mais on a plus de chances d'avoir des troubles du langage. Ce trouble du langage qui est consécutif à une lésion cérébrale, qui n'apparaît pas forcément après un accident vasculaire cérébral, mais dans d'autres maladies neurologiques, s'appelle l'aphasie. L'aphasie, cela concerne l'atteinte des processus d'expression donc on peut avoir un seul versant ou les deux, de compréhension orale. C'est-à-dire que quand là je suis en train de parler, j'émets des mots, j'articule, donc j'exprime ma pensée en mots que je vais organiser au sein de phrases. Ça, c'est un processus cognitif qui est très complexe et que l'on acquiert depuis la naissance, qui n'est pas automatique. Et idem pour la compréhension, où là, je suis en train de vous parler et votre cerveau est capable de décoder mes mots. Si je parlais une autre langue que vous ne comprenez pas, vous auriez du mal, du coup, à comprendre le sens de mon message. Et c'est le cas pour les personnes qui sont aphasiques. Elles peuvent avoir du mal à exprimer leurs pensées ou à comprendre. Ça peut s'exprimer également au niveau du langage écrit, au niveau de la lecture et de l'écriture, mais j'en parlerai un petit peu moins aujourd'hui. Le versant primordial pour prendre en charge ces troubles, le soin en premier lieu, c'est la rééducation orthophonique qui passe d'abord par un bilan. Donc on évalue la personne, on va mettre en évidence les déficits éventuels et ensuite on va envisager une rééducation adaptée aux troubles de la personne. Diapositive suivante. Au niveau des symptômes, donc comme je vous l'expliquais, au niveau de l'expression, ça peut aller de simple manque du mot, donc le mot sur le bout de la langue, qui peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas nature forcément à s'inquiéter. Si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, vous pouvez avoir du mal à trouver vos mots, mais si ça perdure dans le temps ou si c'est brutal et vraiment sévère et peu habituel, là, il faut vraiment s'alarmer. Non, pas encore.
Ça peut être également plus sévère. La personne peut être totalement mutique, donc ne plus parler du tout. Il peut y avoir également un problème au niveau du débit des mots. Donc il peut y avoir beaucoup de mots, mais qui ne veulent pas forcément dire quelque chose. Ça s'appelle le jargon. Et au niveau de la compréhension, ça peut aller d'une petite gêne à comprendre les phrases longues à une incapacité totale à être capable de dire que ceci est une bouteille. Donc moi, je suis capable de dénommer cet objet, je suis capable de le montrer si on me demande de le montrer, mais pour ces personnes-là, pour ces patients, ça peut être compliqué. Diapositive suivante. Au niveau des adaptations, lorsque la communication orale n'est plus possible, on va mettre en place transitoirement, le temps que la récupération spontanée, la rééducation fasse son effet, ainsi que la plasticité cérébrale, des moyens de communication alternatifs. Donc c'est un mot un peu gros pour dire qu'on va suppléer la parole finalement. Donc pour permettre à la personne de communiquer non verbalement, elle peut utiliser ce qu'on appelle un tableau de communication. Donc on va par exemple prendre une image qui va représenter je ne sais pas, le verbe boire. Et si elle est en situation où elle veut boire, elle va montrer l'image. Inversement, si nous, on essaie de savoir ce que la personne veut, on peut lui montrer également les images et elle va pouvoir faire un signe de tête, oui, c'est bien ça que je voulais dire, etc. Il y a des applications qui existent également. Je vous en ai cité une, Let Me Talk, qui est une application assez récente sur téléphone, sur smartphone. Je ne sais pas si vous avez des smartphones, j'imagine que oui, qui est gratuite et qui est assez pratique pour les patients, qui permet de formuler des phrases avec des petits logos, des idées à émettre. Et il y a l'écriture également qui peut être utilisée. Si le patient peut écrire par lui-même, c'est ce qu'on privilégie principalement. Diapositive suivante. Maintenant, je vais vous parler de la déglutition. Donc, la déglutition, c'est un processus assez complexe qui est très automatique, qui se déroule chez la personne sans pathologie en 3 temps. Tout d'abord, on va prendre du liquide ou des aliments dans la bouche, ce qu'on appelle le temps buccal. Donc là, c'est une pizza qui va arriver dans la bouche, on la mastique. Et ensuite, une fois que c'est prêt, la langue va l'amener vers le fond de la gorge, vers le pharynx, qui va ensuite les muscles vont se mettre en action pour faire passer l'aliment vers l'œsophage et l'estomac. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps pharyngé et le temps œsophagien. Alors, vous voyez, à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la trachée qui mène directement ensuite au poumon. Chez des patients qui avalent de travers, quand ils ont un réflexe de toux qui est conservé, quand ça passe de travers, on tousse, ça va être expulsé par là et ensuite ça va passer du bon côté. Diapositive suivante. Donc, après un AVC, on a plus de chances de développer un trouble de déglutition. Il faut savoir que plus on avance en âge et plus les structures qui gèrent la déglutition vont être moins toniques. Et d'autant plus quand on a un AVC. On peut présenter ce qu'on appelle des fausses routes. Donc quand on avale de travers, on appelle cela la fausse route. Donc c'est le passage d'aliments ou de liquides vers la trachée et les poumons. Chez certains patients, la toux est absente. C'est un réflexe qui est géré par une partie du cerveau. Donc quand on tousse, c'est un réflexe, quand ça passe de travers. Et chez ces patients-là, on ne va pas entendre qu'ils avalent de travers. Donc c'est problématique. Nous, on va le repérer par certaines techniques. Il y a des signes d'alerte qu'il faut avoir en tête. Une fièvre, un encombrement respiratoire, une gêne pour déglutir, une incapacité à tousser quand on le demande, par exemple. Diapositive suivante. Il y a des aliments qui vont poser plus de problèmes que d'autres pour certaines personnes. Alors après, c'est du cas par cas, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais les aliments qui peuvent poser le plus de problèmes, ce sont les liquides, parce que ça passe vite vers le pharynx, donc il faut avoir le temps de penser à avaler. Les aliments avec des petits morceaux, tels que le riz, les pâtes, le pain avec les miettes, etc. Et l'association des aliments et des liquides, typiquement un bouillon avec des morceaux de viande ou des petits morceaux de légumes dedans. Donc il faut veiller à ce qu'il y ait un bilan orthophonique déjà s'il y a ce type de trouble qui se présente.
Éviter les saveurs fades, plutôt des choses assez riches en goût. Et les températures chaudes peuvent parfois poser problème, et surtout les températures ambiantes. Diapositive suivante. Au moment du repas, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils si certains d'entre vous ont des troubles de déglutition. Il faut bien sûr être bien éveillé pour pouvoir s'alimenter. Ensuite, il faut éviter les distractions. Après un AVC, on peut avoir du mal à se concentrer. Donc il faut éviter de laisser la télé allumée, de parler à la personne quand elle mange. Il faut prendre le temps de s'alimenter, bouchée après bouchée. Donc bien avaler chaque bouchée l'une après l'autre avant d'en reprendre une autre. Vérifier la bouche à la fin du repas, parce que parfois après l'AVC, on peut avoir une paralysie faciale où les aliments vont aller se loger d'un côté du visage. Et ne pas hésiter à désencombrer la bouche. Diapositive suivante. Au niveau de l'installation du repas, on privilégie la verticalité et notamment la mise au fauteuil, qui permet d'être bien redressé et de faire en sorte que la flexion du menton s'effectue. Il faut éviter de lever la tête quand on déglutit. On a l'impression que ça passe mieux, mais c'est faux. Il y a un cartilage qui est ici qui s'appelle l'épiglotte, qui va fermer la trachée à ce niveau-là. Et si on lève la tête, il va se lever en même temps. Donc il vaut mieux fléchir un petit peu le menton si on a du mal à avaler. Diapositive suivante. Au niveau des ustensiles, on va favoriser les verres bien remplis pour éviter justement d'avoir à lever la tête si le verre est presque vide. Donc on évite également les verres à bec, parce que ça oblige aussi à lever la tête. On privilégie les verres à découpe nasale. Donc c'est des verres qui sont spécialement préparés pour être découpés à ce niveau-là, au niveau du nez. Parce que finalement, ce qui nous oblige à lever la tête, c'est aussi le nez, quand ça coince à ce niveau-là. Diapositive suivante. On privilégie la petite cuillère pour ne pas prendre de trop grosses bouchées. Et les tapis antidérapants sont assez pratiques. Quand la personne a une hémiplégie, elle peut s'alimenter seule de cette façon-là pour éviter que l'assiette dérape sur la table. Diapositive suivante. Au niveau des liquides, on privilégie la fraîcheur, ce qui va stimuler vraiment le réflexe de déglutition. Les eaux gazeuses, les sodas, les jus de fruits, les sirops. Les liquides chauds, on se méfie un petit peu. Et puis quand vraiment il y a de grosses difficultés à avaler les liquides, on peut proposer de l'eau gélifiée. C'est comme de l'eau mais sous forme de gelée. Alors souvent les patients n'aiment pas beaucoup, mais ça permet quand même d'avoir une bonne hydratation. Et les épaississants, à ne pas hésiter à ajouter par exemple dans du café. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais pour que ce soit un tout petit peu plus épais. Diapositive suivante. Donc comme je vous disais, le type de texture mélangée avec les aliments et le bouillon, ça on évite. On vise plutôt une texture homogène et lisse, type velouté, etc. Pareil, les aliments fragmentés avec les miettes, on vise plutôt ce type de texture. Diapositive suivante. Et enfin, pour les médicaments, ce qui peut aussi causer des difficultés, on n'hésite pas à demander aux médecins, aux neurologues si on peut les écraser pour ensuite les mélanger à un yaourt ou une compote. Diapositive suivante. Je vous remercie de votre attention. Vous n'hésitez pas à poser des questions en fin de présentation. Et je vais repasser la parole au docteur Osseni, professeur Osseni. Justine, pardon, excusez-moi. Alors justement, merci beaucoup Julie. Maintenant, c'est à Justine qui va vous présenter un autre métier qui est neuropsychologue et qui est dans notre équipe est très importante après l'AVC et dans d'autres choses. Donc en quelques minutes, votre métier. Oui. Alors bonjour à tous, je m'appelle Justine Montillot, je suis neuropsychologue du coup au service de neurologie de l'hôpital Henri Mondor. Donc je travaille notamment au sein des consultations post-AVC et je fais aussi de la recherche par ailleurs au sein du service. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un neuropsychologue ? Alors, un neuropsychologue est un psychologue qui est spécialisé en neurologie, qui fait le lien entre le cerveau et les fonctions intellectuelles, comportementales, psychologiques d'un patient. Donc, typiquement, par exemple, dans les AVC, il peut y avoir des troubles de cet ordre-là. Et donc, mon but est de voir un petit peu ce qui vous arrive. Voilà. Diapo suivante. Alors, du coup, moi, ce que je fais, c'est je fais un bilan neuropsychologique. Je vous expliquerai après comment ça se déroule.
les différents objectifs d'un bilan neuropsychologique sont d'abord d'établir vos points forts et vos points faibles. Donc, c'est-à-dire de faire une sorte de liste de toutes vos fonctions cognitives et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Ensuite, il s'agit d'orienter la prise en charge pour savoir s'il faut une rééducation cognitive par la suite ou si vous souhaitez reprendre la conduite automobile, comment ça peut se passer, ou encore si vous voulez reprendre des études ou le travail, dans quel cadre on peut mettre cela en place. Enfin, il s'agit aussi d'évaluer si les difficultés que vous avez sont en lien avec les lésions cérébrales observées ou s'il y a éventuellement d'autres causes possibles telles que de la dépression ou des problèmes hormonaux, d'autres problèmes neurologiques ou des troubles du sommeil par exemple. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce que je vais regarder pendant un bilan neuropsychologique ? Donc là, vous avez un ensemble de fonctions qu'on va regarder. Il y en a certaines que vous connaissez déjà, j'imagine, telles que la mémoire ou l'attention. Mais il y a aussi le raisonnement, la motricité, donc la motricité plutôt fine, en lien avec des objets notamment. La perception, visuelle ou auditive, autre que simplement savoir si les yeux fonctionnent, c'est plutôt au niveau du cerveau. Est-ce que le cerveau reconstruit bien l'information auditive ou visuelle qui vous est transmise? Il y a aussi le langage, mais en moins poussé que les orthophonistes, et également ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc qui sont un ensemble de fonctions qui sont un petit peu le chef d'orchestre du cerveau, avec l'organisation, la planification, la capacité à passer facilement d'une tâche à une autre, ou encore la capacité à mettre de côté les éléments qui ne sont pas pertinents pour ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Alors, comment se déroule un bilan ? Il faut savoir qu'un bilan neuropsychologique, ça dure minimum 2 heures. Donc déjà, on vérifie si vous êtes bien en forme avant de commencer. Mais de manière générale, ça commence par un entretien qui dure entre 30 et 45 minutes, qui va permettre de récolter des informations sur comment ça se passe dans votre vie quotidienne. Est-ce que vous observez, vous, des difficultés ? Comment aussi vous vous débrouillez pour faire les courses, le repas, le ménage, etc. Et aussi pour vérifier que votre morale va bien, bien entendu. Et puis après, on passe à une partie où on fait différents exercices, donc dits cognitifs, tels que par exemple les cubes avec les numéros. Donc là, on vous montre par exemple des séries de cubes et il faut que vous les remontriez dans le même ordre ou dans l'ordre inverse, un peu plus compliqué. Ou encore, savoir après si la souris se rapproche plus du chat ou du chien. Donc là, normalement, vous me dites tous le chat. On est bien d'accord ? Ouais. Diapo suivante. Alors, en plus de tout ce qui est les scores bruts de tous les exercices qu'on va faire, je vais observer aussi différents comportements au cours du bilan. Par exemple, est-ce que vous posez plusieurs fois les mêmes questions ? Donc là, déjà, il y a peut-être des difficultés attentionnelles ou mnésiques. Est-ce que vous êtes organisé dans tout ce que vous faites ? Est-ce que vous vous endormez pendant le bilan ? Oui, ça arrive. Est-ce que vous êtes toujours en opposition par rapport à ce que je vais vous proposer ? Est-ce que vous allez dire « Ah non, ça je ne veux pas essayer, j'abandonne ». Est-ce que vous allez parler et on n'arrive plus à vous arrêter ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la logorée. Ou encore, par exemple, si vous êtes comme Lucky Luke et que vous tirez plus vite que votre ombre, et du coup, ça veut dire pour nous que vous êtes impulsif, donc que vous agissez avant de réfléchir. Donc ça, ce sont des exemples de comportements qu'on observe. Voilà, donc ça, c'est un petit peu comment se passe un bilan neuropsychologique que généralement on effectue plutôt à 3 mois de l'AVC, puisque c'est rarement la priorité
juste après l'AVC. Et vous êtes souvent trop fatigué pour ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Ça va, vous tenez le choc quand même, bravo, je vous félicite, ça fait 1h15 qu'on vous parle, donc on va terminer, on va prendre les questions juste à la fin. On va vous dire que se passe-t-il maintenant après l'accident vasculaire cérébral, que devient le patient, et depuis quelques mois, nous avons installé une consultation pluridisciplinaire post-accident vasculaire cérébral pour voir ce qui sont devenus nos patients. Entre 3 mois et 6 mois, on revoit les patients en consultation pluriprofessionnelle qu'on va vous présenter avec Simone. Est-ce que le patient, on a trouvé la cause de son AVC? Quels sont les facteurs de risque qui ont amené à cet accident vasculaire cérébral? Est-ce que son tension artérielle, elle est contrôlée? Son cholestérol, ses maladies cardiaques, sa maladie artérielle, son handicap, où il en est? Donc Simone va vous parler de la consultation pluriprofessionnelle après l'accident vasculaire cérébral. C'est la dernière présentation, c'est promis, parce qu'on est fatigué, si vous n'êtes pas fatigué. Et on va garder quelques minutes pour répondre à vos questions. Simone, à vous la parole. Donc du coup, après tout ça, après ce long chemin que vous parcourez, après être passé chez nous en phase aiguë, vient la phase, on va dire, vraiment à distance de tout ça, donc qui est la consultation pluriprofessionnelle. Donc c'est une consultation qui permet aux patients d'être vus une seule fois pendant quelques heures par plusieurs intervenants que vous avez été amenés à rencontrer, notamment pendant l'hospitalisation. Donc le patient vient une fois et il revoit soit la kiné, soit la diététicienne, soit l'orthophoniste, etc. Et on vient faire vraiment un gros point général sur votre quotidien après cet événement qui vous est arrivé. Du coup, l'objectif de cette consultation, c'est de voir le patient idéalement s'il y a quelqu'un qui peut l'accompagner, quelqu'un qui veut au quotidien aussi avec lui, parce que des fois, quand les situations sont un petit peu difficiles au domicile, on a plutôt intérêt aussi de compter sur quelqu'un qui partage notre quotidien. Et c'est aussi important de voir comment cet aidant peut vivre les choses et l'aider notamment à prendre soin de vous du mieux qu'il peut. Donc, pendant cette consultation, elle va aussi nous permettre de favoriser les liens avec la ville. Donc, comme vous êtes pris en charge aussi à l'extérieur par des paramédicaux notamment la plupart du temps, mais aussi des médecins qui vous suivent, notamment des cardiologues, des néphrologues, des endocrinologues, etc. C'est important aussi de leur faire un petit rapport de ce que nous, on a constaté par rapport au moment où vous êtes passé chez nous et 4 à 6 mois après votre sortie. Donc, on fait le point notamment sur les facteurs de risque cardiovasculaire, comme le professeur Osseni vous a expliqué, donc l'hypertension, tabac, alcool. On fait aussi un suivi sanguin à la sortie et on surveille aussi au niveau du poids. Pour ce qui est du handicap, notamment surtout pour les patients qui sont passés en rééducation, on se sert des échelles pour faire le point sur votre vie quotidienne et comment vous vivez les choses, s'il y a encore des symptômes qui peuvent vous gêner. Qui ne vous empêche pas de vivre votre vie tout à fait normalement, mais vous sentez que c'est quand même présent par rapport à avant l'AVC. Il y a aussi une évaluation du coup médicale qui permet de faire le point sur les traitements et sur les examens que vous avez faits, et on réajuste s'il y a besoin. Et enfin, il y a l'évaluation paramédicale dont je vous ai parlé. Donc on refait un peu le bilan et enfin on fait de la prévention et on vous donne des conseils aussi personnalisés. Alors, pour faire simple, là c'est le moment où vous arrivez en unité neurovasculaire avec le SAMU. Donc vous passez soit la petite semaine en soins intensifs, puis vous rentrez à la maison et 4 mois après on prévoit donc cette consultation. Soit vous êtes aux soins intensifs et on a réussi à vous faire passer directement en rééducation. Et une fois que vous êtes sorti de la rééducation 4 mois après, on vous revoit dans ce cadre-là. Autrement, vous passez en soins intensifs, ensuite en post-soins intensifs, puis en rééducation. Pareil, 4 mois après, on vous voit. On a aussi une particularité, c'est que malheureusement, il y a des patients qui font des AVC, ils ne s'en aperçoivent pas tout de suite comme on vous l'a expliqué. Parfois, ils mettent une semaine, 1 mois avant de se présenter aux urgences, avant de se dire qu'ils ont peut-être quelque chose qui ne va pas très bien. On fait les examens aux urgences et on s'aperçoit que le patient il a un AVC qui est là depuis plusieurs semaines. Donc ceux-là, on les fait une fois qu'on a fait un petit check-up, on les renvoie à domicile, on m'adresse une demande pour que moi je les convoque 4 mois après cette sortie, justement pour faire un point un peu plus élargi pour ces patients qui n'ont pas eu la chance d'être hospitalisés en soins intensifs. La suite.
Donc, concrètement, moi, en tant qu'infirmière, donc je recueille toutes les demandes qu'on me fait. Je fais un peu le point aussi sur le dossier médical du patient pour vraiment qu'il voit les paramédicaux et les personnels médicales vraiment en adéquation au maximum pour qu'ils soient bien pris en charge. Et donc, j'envoie à peu près 2 mois avant une convocation au domicile avec la date du rendez-vous. Une semaine avant, en général, je rappelle ces patients pour savoir déjà est-ce qu'ils vont bien venir, est-ce qu'ils ont bien tout reçu, la convocation, des ordonnances des fois quand il y a besoin de rajouter des choses, et savoir s'ils vont venir pour pouvoir organiser, prévenir les intervenants si jamais ils ne viennent pas, parce qu'on a des intervenants qui viennent de l'extérieur exprès pour cette consultation qui sont là qu'une fois par semaine. Donc si les gens ne viennent pas, ça ne sert à rien que je les fasse déplacer pour ça. Et donc ensuite, le jour J, il y a le rendez-vous de la consultation. Donc, le jour de cette consultation, le patient et son accompagnateur, qui va l'accompagner dans toutes les consultations et les bilans qu'il aura ce jour-là, il verra donc le neurologue, mais il peut aussi voir le médecin rééducateur et le gériatre. Moi, je fais un entretien systématique avec mes patients, pendant lequel justement je fais le point sur la vie quotidienne, sur les traitements, sur les questions qu'ils peuvent avoir. Je fais les échelles qui vont permettre à mes collègues ensuite de bien faire leur bilan. Et je réponds aussi aux questions que les patients peuvent avoir. Je donne des conseils aussi sur la prise de traitement, des fois quand il y a des traitements qui nécessitent une prise un peu particulière. Et je fais de la prévention. Donc notamment pour le tabac, je donne des adresses quand vous avez des questions un peu plus poussées, comme ça peut m'arriver des associations ou des choses comme ça. Et ensuite, vous voyez un autre paramédical, donc dans ma liste, les kinés, orthophonistes, diététiciens, psychomotriciens, neuropsychologues et assistants sociaux, selon la demande qui m'aura été faite 4 mois avant. Et enfin, au jour d'aujourd'hui, ça fait à peu près 6 mois qu'on a commencé ce type de consultation. Et en général, les patients sont plutôt satisfaits parce que, comme le docteur Colas vous a dit, le patient sort et puis il a l'impression d'être un peu tout seul. Et le fait de refaire une petite piqûre de rappel, de refaire un peu le point après tout ce qui s'est passé, les patients, ils se sentent quand même confortés et puis ils ont l'impression quand même d'avoir fait du chemin au final, après tout ça, même quand on se décourage un peu. En tout cas, pour nous, professionnels, c'est un réel intérêt parce que du coup, on revoit ces patients qu'on a vus à la phase aiguë. Ça nous permet de voir leur évolution et du coup, de donner encore des conseils pour continuer à évoluer dans le bon sens. Et donc, en moyenne, on voit 20 à 30 patients par mois. Alors, ça peut paraître peut-être un peu par rapport au nombre d'AVC qu'il y a dans l'année, mais comme c'est des consultations qui mobilisent énormément de personnes, énormément de moyens, pour nous, 30 par mois, on est plutôt satisfait et on préfère ça que rien. Voilà. Donc je vous laisse mes coordonnées juste après, si jamais vous voulez les prendre un jour, si vous avez besoin. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Bien, vous avez vu, on a beaucoup parlé, on a l'orthophoniste qui a fait beaucoup le langage. Maintenant, la parole est à vous. Parce qu'on a suffisamment parlé, on va vous donner la parole. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais remercier Monsieur le maire, qui va dire un mot. Tu restes avec nous pour conclure à la fin. Donc si quelqu'un peut passer les micros dans la salle, et on va essayer de vous répondre. Vous présenter. On ne va pas faire des consultations, donc c'est des questions plutôt générales, et on sera ravis de répondre à certaines questions. En attendant la première question, j'espère c'est 7 heures, parce que quand je regarde la tête de certains parmi vous, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à dédramatiser le sujet de l'AVC, mais vraiment, le mot-clé, c'est la prévention et agir vite, ne pas perdre du temps, et qu'il y a bien sûr un post-AVC, et ce post-AVC, il est assuré par une équipe pluriprofessionnelle. Monsieur. Oui, on vous écoute. Merci. À 21h15, j'ai été effectivement paralysé de tout le côté droit. J'ai eu effectivement perte de la parole, le cœur qui s'est emballé
et je suis tombé sur le sol, j'ai pu bouger. Heureusement, ma femme était là. Les pompiers de Saint-Maur sont intervenus et je les ai remerciés ô combien. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire directement et je le fais donc ce soir. Je suis arrivé, j'ai été pris en charge par le docteur Jawa. J'étais vraiment paralysé et à 3 heures du matin, on a annoncé à ma femme que j'étais condamné et que si je revenais, ce ne serait pas en très bon état puisque je n'aurais que les yeux qui bougeraient. J'avais un AVC ischémique, donc un caillot dans le tronc basilaire. Si je crois, et je suis donc extrêmement heureux de pouvoir vous parler et de pouvoir être fier de vous le dire, de vous dire merci. Excusez-moi. J'ai également eu le docteur Gallas qui est intervenu et qui a fait, parce que je crois que la thrombolyse n'a pas suffi, il a fallu faire la thrombectomie. Je me souviens de rien, j'ai pas vu de lumière blanche, j'ai rien vu du tout. Je regrette juste une chose, c'est qu'en sortie, je n'ai pas trouvé d'ergothérapeute. Il gérait des enfants. Je n'ai pas trouvé, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un kinésithérapeute qui puisse me prendre en dehors de rééducation périnatale en même temps, parce que j'avais 3 femmes qui faisaient de la rééducation périnatale. J'ai beaucoup appris sur ce sujet. Et donc, je suis vraiment très très fier de savoir que si je suis là, c'est grâce à vous. Donc, je vous en remercie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous imaginez à quel point ça nous fait quelque chose au cœur, parce que c'est vraiment une spécialité où, quand j'ai commencé mes études de neurologie, on disait qu'il n'y avait rien à faire. C'était quasi un drame, mais ça intéressait peu les neurologues parce qu'on avait peu de moyens. Donc, il suffit qu'on ait un cas comme vous, monsieur, et heureusement, on a de plus en plus de gens, on voit comme ça. Et c'est ça qui fait que même 24 heures sur 24, 7 sur 7, on ne rechigne pas à retourner à l'hôpital à 4 heures du matin alors qu'on vient de terminer une journée à minuit, de retourner quand il y a un accident qui survient comme ça. Je passe la parole à Dr Colla concernant l'ergothérapie qu'on a à l'hôpital, mais c'est plus difficile en libéral et c'est vrai que ça manque. Alors en fait, effectivement, les ergothérapeutes en libéral, en fait, sont reconnus, c'est pris en charge pour les enfants. Et pour l'adulte, il faut faire une demande auprès de vos mutuelles et des caisses de sécurité sociale pour obtenir des prises en charge qui souvent sont de courte durée. En général, c'est une quinzaine, au mieux 30aine de séances. Les ergothérapeutes de ville, malheureusement, sont débordés par l'activité d'enfants qu'elles ont. Donc, effectivement, il est difficile de trouver une ergothérapeute. Après, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que on a toujours possibilité d'accueillir des patients aussi en consultation, en rééducation, si vous avez aussi besoin d'un avis. Et comme je vous ai dit, malheureusement, puisqu'on est bien conscients, nous, rééducateurs, des carences de prise en charge en libéral, on vous incite, effectivement, on peut vous motiver, vous diriger sur en fait, ce qu'on appelle l'auto-rééducation, qui en fait, effectivement, comme on le dit en France, on a quand même cette chance d'avoir des rééducateurs qui sont pris en charge par la sécurité sociale, kinésithérapeutes, donc ergothérapeutes, c'est plutôt avisé enfants, et orthophonistes. Après, effectivement, il y a des pays, même des pays d'Europe, où vous n'avez pas ce type de prise en charge qui existe. Donc l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir vous expliquer comment faire certains exercices. Alors ça nécessite de comprendre et de pouvoir aussi être motivé, d'être coaché, en fait. Voilà. Mais on a peu de réponses à apporter à nos patients, malheureusement, qui sont en recherche de rééducateurs de ville, parce qu'on a une grosse carence à ce niveau-là. Et les kinésithérapeutes ne peuvent pas, malheureusement, accorder 1 heure par patient par jour en libéral. Donc les places sont compliquées à trouver. Deuxième question. Oui, bonsoir. Pourriez-vous nous éclairer sur le phénomène de la thrombose ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est chimique, c'est physique ? Pourquoi c'est rapide ? Pourquoi à un moment donné ? Pourquoi c'est pas progressif, etc. Alors la thrombose, elle peut toucher beaucoup de vaisseaux différents. Donc il n'y a pas une réponse universelle à votre question. La thrombose, ça veut dire qu'il y a eu un caillot de sang. Et ce caillot de sang, il peut être dans un cœur parce qu'il y a une arythmie cardiaque. Donc le sang n'est pas expulsé de la même façon et il peut formation de caillots. Et une artère qui est malade par l'athérome peut se boucher progressivement. On vous a présenté les principaux facteurs de risque qui font que cette artère est abîmée. Et il y a une plaque d'athérome en dessous, jusqu'à la rupture de cette plaque d'athérome. Et là, il y a un caillot qui se forme en contact. Et ça peut arriver en quelques secondes.
Il y a des thromboses qui sont beaucoup plus chroniques, qui vont mettre des jours et des semaines, voire des mois, et on peut boucher une artère sur plusieurs semaines comme ça, sans avoir de signes cliniques préoccupants. Donc il n'y a pas une réponse universelle, ça peut être en quelques secondes, voire quelques semaines. Une autre question, Dr Melon, que je suis très content de revoir, qui a travaillé à Mont-d'Or pendant des années. D'abord, je voulais vous féliciter parce que c'est vraiment remarquable et que vous avez fait beaucoup de progrès depuis que je suis partie. J'espère qu'il n'y a aucune relation de cause à effet. J'ai travaillé à Henri Mondor pendant très longtemps, notamment avec le professeur Osseni. Voilà, ce que je voulais vous demander, c'est à peu près combien d'AVC par an vous recevez? Première question. Deuxièmement, quelle région vous couvrez? À savoir, si on fait son AVC dans l'Essonne, est-ce qu'on a une petite chance ou est-ce qu'on en a nettement moins? Et combien actuellement, encore une, il y a d'unités neurovasculaires pour couvrir l'Île-de-France? Merci pour ces souvenirs là, que tu viens d'évoquer avec nous. Quand on a commencé, quand tu étais parmi nous et Eliane à Mont-d'Or, on recevait 300 patients par an, donc un par jour. Maintenant, on est à 1200 AVC par an. Donc, on est 4 fois plus. Donc, c'est devenu vraiment, on a des journées où c'est 25 alertes d'AVC par jour, par 24 heures, jour et nuit. Donc, c'est en permanence. On est responsable, Madame Oriot disait, notre bassin de population, c'est 1,5 million. Donc, on estime à 1,5 million, il y a 2500 AVC par an. Donc, on est surtout le Val-de-Marne Nord. On a une partie du 77 Ouest, on a une partie du 93 Sud et on a Paris et Intramuros qui peuvent nous adresser. Donc le travail de régulation du SAMU, c'est bien sûr l'UNV la plus proche. En ce qui vous concerne, l'UNV la plus proche, c'est un scoop que je vous donne, c'est Henri Mondor. Donc un des messages qu'on n'a pas cité, dans l'urgence AVC, il ne faut surtout pas aller aux urgences. Et il ne faut pas appeler son médecin généraliste qui va vous dire « venez me voir » ou « je passe vous voir à la fin de ma journée ce soir ». Ça ne peut pas attendre ça. Et il ne faut pas aller dans des urgences où il n'y a pas une unité neurovasculaire. Il faut que ça soit régulé. Je vous ai donné les signes cardinaux de dire « là, on est en train de faire probablement un AVC ». Et là, c'est le médecin régulateur SAMU qui va dire « là, il y a une place tout de suite. Ne perdez pas de temps à aller à gauche, à droite ». Aux urgences, ou SOS médecin, ou votre généraliste, ou aller en salle d'attente de je ne sais pas où. Donc, oui, attendez, je termine, si vous permettez ma réponse. Juste 2 secondes. Et donc, aller dans l'unité neurovasculaire la plus proche, parce que, je vous ai dit, on a 30 minutes pour régler le problème, sinon après c'est trop tard. Donc, pour ce bassin de population 1,5 million, il y a une unité neurovasculaire. Dans l'Île-de-France, il y a maintenant 14 unités neurovasculaires. Chacune est responsable d'un bassin à peu près ça. Voilà, madame, vous la parole. Oui, je voudrais savoir, s'il vous plaît, les médicaments qu'on prend après l'AVC, comme l'aspégique et le Taor, ce que ça procure et s'il faut le continuer à vie. Alors, ça, c'est une question très importante. Je vais la répéter pour ceux qui n'ont pas entendu. Et que Simone vous a parlé, en post-accident vasculaire cérébral, on doit déterminer très vite quelle est la cause de cet AVC. Si c'est une maladie cardiaque, il va y avoir des traitements fluidifiants du sang qui peuvent être des anticoagulants. Quand c'est une artère qui est malade, qui est athéromateuse, qui est en train de se boucher, là, c'est des traitements que vous avez cités, où c'est l'aspirine. Et quand on donne de l'aspirine qui empêche la formation de caillots de sang, on donne des médicaments qui nettoient même la plaque d'athérome en dessous. Tout ça doit être associé. Ce n'est pas que les médicaments, c'est les règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire attention à votre régime, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, et les médicaments viennent compléter ça. Et quand il y a une malade, une artère malade comme ça, le traitement doit être au long cours. Moi, j'aime bien dire au long cours pour ne pas dire à vie, mais c'est un traitement qui ne doit pas être arrêté comme ça sans avis médical. J'aimerais bien que vos questions, si on peut donner le micro à... Oui, et le monsieur, excusez-moi, je vous redonne tout de suite la parole, mais de vous adresser à toute l'équipe, là, comme ça. Oui, quand on n'a aucun risque, aucun des facteurs de risque que vous avez énumérés, est-ce que l'on peut quand même faire un AVC?
C'est une question qui est très importante. On peut faire un AVC déjà sans aucun facteur de risque et chez des gens jeunes. Parce que là, souvent, on pense que c'est une fatalité chez les personnes âgées. C'est sûr que les personnes âgées, malheureusement, jusqu'à 25-30% après 75 ans, on est à risque de faire un accident vasculaire cérébral. Mais nous, on n'a pas un service de pédiatrie. Mais en pédiatrie, on peut faire des AVC. C'est-à-dire que les enfants, les nouveau-nés, il y a des causes spéciales d'AVC de l'enfant. Nous, on accueille que les adolescents après 15 ans, et j'ai des jeunes de 15 ans qui font un AVC. Donc ce sont des causes spéciales, des malformations souvent cardiaques, des trous qui ne se sont pas fermés dans le cœur, qu'on appelle trous ovales, peu importe. Il y a des causes traumatiques, c'est-à-dire des accidents sur le cou, quelqu'un qui fait un coup de lapin, qui tombe sur la tête, qui se tord le cou. On peut léser les artères, donc docteur Kelsoum vous a montré. Cette artère peut se blesser, se disséquer et causer un AVC chez quelqu'un qui a 15-20 ans, qui a fait un accident de scooter. Donc, il faut y penser, quel que soit l'âge, et on peut avoir aucun facteur de risque et faire un accident vasculaire cérébral par une malformation cardiaque ou par une blessure d'une artère cérébrale. Il y a un autre chapitre que je vois de plus en plus, ça fait 20 ans que je suis à Mondor, c'est les toxicomanies. Toutes les drogues douces, dites douces et dures, chez nos jeunes, favorisent les AVC aussi. Merci beaucoup. Voilà. Là, tu vas me relancer sur la pilule, mais oui, la pilule œstroprogestative, quand elle n'est pas bien respecter les indications, quand on a du cholestérol, quand on a une migraine, quand on a une hypertension artérielle. On a des jeunes femmes qui, sous pilule, font des accidents vasculaires cérébraux, surtout quand c'est associé à ce que je viens de dire. Un taux de cholestérol qui était élevé, une migraine, une hypertension pas traitée. Tout ce que je viens de dire, ça doit être une contre-indication à la contraception orale. Bonsoir. Oui. Ah, pardon. Oui, bonsoir. Je souhaiterais connaître le traitement d'un AVC hémorragique non opérable. Alors, quelqu'un veut répondre parce que je ne veux pas... Oui. Alors, souvent, quand on fait l'AVC hémorragique qui n'est pas opérable, il faut attendre. Enfin, c'est quelque chose qui va, en général, qui se résorbe tout seul. Il faut attendre. C'est assez long. Par contre, nous, en tant qu'infirmières, notre rôle, c'est de contrôler les facteurs de risque. Donc, notamment, si vous avez été hypertendu, nous, on va surveiller de très près avec l'appareil que je vous ai montré, qui surveille le cœur et la tension. La tension, on va régler l'appareil pour qu'il y ait un certain seuil qui ne soit pas franchi. Et si jamais c'est le cas, malgré plusieurs fois, on le reprend plusieurs fois d'affilée pour être bien sûr que le chiffre est supérieur à ce qu'on veut. Et notamment, en général, il ne faut pas dépasser 14,9 de tension. Si c'est le cas, on mettra un traitement par les veines pour contrôler cette tension. Et c'est un traitement, en fait, on va régler la vitesse qu'on veut pour obtenir un certain milligramme par heure, pour faire un peu technique. Et en fait, c'est nous les infirmières qui allons régler selon le protocole que le médecin nous aura prescrit pour obtenir cette tension inférieure à ce qu'on veut. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est votre positionnement. Les patients qui ont un AVC ischémique, souvent, on va plutôt tendance à avoir les laisser allongés. On ne va absolument pas remonter la tête pour éviter que les caillots qui peuvent migrer, notamment du cœur, remontent au niveau du cerveau. Donc la position allongée va nous aider à éviter ce genre de problème. Par contre, quand on fait un AVC hémorragique, on aura plutôt tendance à asseoir le patient justement pour diminuer la pression cérébrale, tout on va dire, en diminuant le retour veineux au niveau du cerveau. Et on va notamment agir sur la douleur, parce que souvent, quand on a un hématome au niveau de la tête, ça fait très mal. Et ça peut faire monter la tension, et la tension qui monte, ça fait mal. Donc c'est un cercle vicieux. Donc pareil, on va veiller à ce que vous n'ayez pas mal. C'est pour ça que nous, les infirmières, nous sommes très embêtantes quand on passe toutes les heures et qu'on vous demande « est-ce que vous avez mal ?» C'est parce qu'on sait que tout ça peut entraîner la tension. La tension va faire saigner, et donc on ne va pas être efficace sur ce qu'on veut. Et ensuite, il y aura aussi tout un travail de rééducation. Donc là, on n'a pas, par exemple, de kinésithérapeute, mais notamment aussi la psychomotricienne, peuvent être amenés aussi ensuite à vous installer vraiment correctement pour favoriser une bonne position et que vous soyez soulagé. Voilà. Mais après, c'est vrai que je pense que c'est surtout le facteur temps qui compte. J'ai une question pour le maire. À quelle heure vous fermez ici, pour qu'on sache? À quelle heure on éteint? Je vois 24 sur 24, 7 sur 7.
Oui. Oui, merci. Bonsoir à toute l'équipe. Je m'appelle Francis Lheureux. Donc j'ai une question qui concerne les facteurs de risque également. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai fait un AVC qui semble lié à l'apnée du sommeil. Donc vous n'avez pas cité l'apnée du sommeil dans les facteurs de risque. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important ou d'anecdotique? Docteur Kelson veut répondre parce qu'on a fait un topo sur le sujet et ça nous tient beaucoup à cœur. Après un accident vasculaire cérébral, je vais vous répondre en 2 étapes. Après un AVC, on a constaté sur nos scopes, que Simone vous a montré tout à l'heure, presque dès qu'il y a un AVC majeur, 100% font des apnées du sommeil. 100% de nos patients se mettent à avoir des apnées, des pauses respiratoires. Et on sait que c'est un facteur de risque qui est très important parce qu'il prive déjà le cerveau d'oxygène pendant quelques secondes, quelques minutes si on les ajoute, et à répétition dans la nuit. Et c'est un facteur de risque maintenant bien déterminé des accidents vasculaires cérébraux parce qu'il augmente la tension artérielle. Le cerveau ne recevant plus d'oxygène dans la nuit, et il peut vous réveiller. Vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe, je vais aller aux toilettes. Et en fait, c'est le manque d'oxygène qui vous réveille. Et ce manque d'oxygène, le cerveau, il donne des ordres au cœur de taper plus fort et d'augmenter la tension artérielle parce qu'il dit, je suis en train de m'étouffer, là, il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive là-haut. Et donc, il induit lui-même des choses qui sont nuisibles par augmentation de la tension artérielle, par augmentation du rythme cardiaque, jusqu'à déclencher même des arythmies cardiaques. Donc ça, plus le manque d'oxygène, ça induit aussi des maladies artérielles cérébrales et ça donne... C'est un facteur des AVC et avec Justine, on pense qu'il y a des troubles même de l'attention, de la mémoire, de la concentration liés à ces micro-éveils nocturnes. Donc vous voyez, il y a un cercle vicieux entre AVC et apnée du sommeil qui peut déclencher les AVC. Mais c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment. Je voudrais seulement compléter un peu la réponse à votre question par rapport aux AVC hémorragiques. En fait, et en urgence, on a des signes cliniques, puis après il y a tout un bilan qui est réalisé, y compris maintenant l'imagerie médicale qui sera faite à la recherche d'une cause sous-jacente. Ça peut se manifester par un petit déficit neurologique, et là l'hospitalisation va suivre ce parcours, ce chemin et la prise en charge. Par contre, maintenant, des fois, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Et on va dire l'AVC hémorragique est lié à une cause, à une malformation vasculaire sous-jacente. Et là, le parcours est complètement différent. En phase aiguë, on va faire tous les examens complémentaires pour dire que là, il n'y a pas de malformation sous-jacente. Si tout va bien, ça va. En cas de dégradation, il y a d'autres filières un peu plus lourdes maintenant d'hospitalisation et de prise en charge. Et puis après, un peu à distance, on va refaire le point avec l'examen clinique, le contrôle des facteurs de risque et en plus une imagerie qui permet de dire là, on est sûr et certain qu'il n'y a pas de malformation vasculaire sous-jacente, type anévrisme intracrânien par exemple, malformation artério-veineuse ou autre pathologie à risque hémorragique. Merci. Ceux qui veulent poser une question, oui, monsieur, derrière, après je vous donne... le monsieur là-bas qui a demandé la parole, et après je vous donne. Il y a le monsieur là-bas, monsieur ici, et vous. D'accord. On va essayer de sélectionner les questions urgentes. Alors. Oui, bonsoir. Je souhaiterais que vous nous redonniez la différence entre l'AIT et l'AVC. Je vous explique, j'ai été soupçonné, entre guillemets, d'avoir fait un AIT il y a 3 ans. Après une première hospitalisation en province, où j'ai été mis sous observation intensive, bon, j'ai été libéré, si vous voulez, de cet hôpital. Ça se passait à Saint-Quentin. Et 3-4 jours après, j'ai refait un vertige absolument énorme. Ma cardio m'a pris en charge et j'ai été donc transféré dans vos services, où j'ai passé notamment une IRM de plus d'1 heure. En observation, bien entendu, pendant 3 jours. Alors, et on n'a trouvé absolument aucune trace, entre guillemets, de cette AIT. Donc, je voulais savoir la différence vraiment entre l'AIT et l'AVC. Très bien. Je vous remercie. Merci. Alors, c'est une question importante parce que l'AIT, un tiers des AIT veulent dire, attention, il y a une artère qui est en train de se boucher. La définition, c'est un déficit, comme on vous l'a montré, qui dure quelques minutes. La définition, maintenant, est de moins d'1 heure. Il y a quelques années, on disait jusqu'à 24 heures, on parlait d'AIT. Maintenant,
On parle d'AIT quand ça dure, le vertige par exemple, ou la main qui ne bougeait pas, mais pendant quelques minutes. Dans 80% des cas, c'est 5 minutes. Et la définition, on va jusqu'à 1 heure. Et pour pouvoir parler d'accident ischémique transitoire, l'AIT, il faut que l'imagerie cérébrale de préférence l'IRM soit normale. Donc c'est une artère qui a reçu un caillot de sang, mais qui n'est pas restée en place, qui a mis des neurones off et qui est parti, qui n'a pas laissé de traces. Mais dans ces cas-là, il faut absolument savoir d'où est venu le caillot. Est-ce que c'est une artère qui est en train de se boucher? Est-ce que le cœur est en train d'envoyer? C'est ce que vous avez eu. Et traiter la cause pour que l'AIT ne se transforme pas ou n'évolue pas vers un accident ischémique constitué, c'est-à-dire laissant des séquelles. Et puis sur l'IRM, on voit, comme je vous ai montré, qu'il y a un endroit qui est en train de souffrir. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Monsieur? Oui, bonjour, David Orzec. D'abord, bravo et merci pour tout ce que vous faites. Vous faites avec grand professionnalisme et beaucoup de cœur, visiblement. J'en viens à ma question. Quand il n'y a pas d'unité neurovasculaire présente dans un hôpital, est-ce qu'on oriente quand même, est-ce que le SAMU, le 15, oriente quand même des patients à partir du moment où on a un doute sur l'état clinique du patient? Je m'explique plus simplement. J'ai appelé le 15, enfin ma femme a appelé le 15 parce qu'elle sentait que je faisais un AVC, enfin c'était visible, paralysie du côté droit, perte de la parole, etc. Et j'ai été orienté à l'Interco, qui malheureusement n'a pas d'unité neurovasculaire. C'est arrivé quand ça? En septembre 2016. 2016, oui. Récemment, il y a 2 ans. Oui. Quand on a maintenant, il y a des règles, des critères, quand on trouve un régulateur qui arrive à des scores cliniques qui disent c'est un risque d'accident vasculaire cérébral et on est dans les 6 heures, il faut qu'il soit orienté vers une unité neurovasculaire. Maintenant, les unités neurovasculaires, vous avez vu, on accueille de plus en plus de patients, mais on a aussi une limite de place. Quand on a eu 25 alertes dans la journée, on est saturé. Donc à un moment, nous, on ne peut plus accueillir encore un 26e, 27e cas parce qu'on garde toujours des lits pour faire les examens. Donc au-delà de 6 heures, quand j'ai 2 appels de SAMU, un patient qui vient de faire un AVC moins de 3 heures et quelqu'un qui a fait des AIT ou un AVC de plus de 12 heures, je vais pouvoir prendre que celui où je peux faire encore l'intervention à la fois médicamenteuse et thrombectomie. Donc il y a encore des critères de sélection, mais le but c'est d'accueillir le maximum de patients et pas envoyer au SAU, sauf si on dit que c'est depuis 24 heures qu'il fait ça. Monsieur, derrière? Oui. Merci, bonsoir. Je voulais savoir ce que vous faites lorsqu'il y a un AVC hémorragique opérable. Là, on a la chance d'être dans une unité où il y a neurologie, neuroradiologie interventionnelle, donc on peut savoir s'il y a une malformation vasculaire, un anévrisme, et on a la neurochirurgie, donc tout ça c'est discuté. Que fait-on en neurochirurgie? Alors en chirurgie, on peut aller soit juste une dérivation externe, ça c'est les petites interventions, ça peut être une craniectomie, on ouvre le crâne et on évacue l'hématome, évacuation de l'hématome, ou une craniectomie décompressive. Je n'ai pas donné tous les détails, mais on peut ouvrir le crâne pour évacuer l'hématome dans certaines indications. Madame. Oui, vous avez parlé des AVC qui peuvent se produire même chez des adolescents. Hein, vous avez parlé de 15 ans et plus. Est-ce que l'utilisation excessive des appareils modernes, justement, que les adolescents ont toujours entre les mains ou devant les yeux, est-ce que ça peut, avec un excès, provoquer des troubles ressemblant à des troubles d'AVC? Pas que chez les jeunes. Hein. Pas que chez les jeunes. Ça dépend ce que vous voyez sur vos écrans, parce que ça peut être un outil extraordinaire, mais il faut voir ce que nos jeunes ou moins jeunes regardent sur les écrans. Donc, je voulais donner la parole sur ce sujet concernant l'attention et la concentration. On a des gros problèmes, là, indépendamment de l'AVC, cerveau et ses tablettes.
c'est des gros problèmes de concentration et d'attention. Donc là, je suis impressionné par l'assistance, parce que moi qui ai l'habitude de donner des conférences dans des amphithéâtres, nos étudiants maintenant, ou nos collègues, nous écoutent tout en tapant des messages. Ils arrivent à faire les deux en même temps. Et les aires du langage, je ne sais pas si notre orthophoniste est au courant, les aires du langage ne sont plus qu'à gauche. Maintenant, on écrit avec les deux pouces. Alors que les aires de langage, on écrivait avec pouce et index à droite. Donc nos jeunes, maintenant, c'est 2 pouces. Donc les aires de langage, la plasticité cérébrale est en train de changer. Mais jusqu'à donner un AVC, je ne crois pas, c'est ça la question. Mais là, ce qu'on observe, c'est des gros problèmes de concentration et d'attention et des modifications des aires du langage qui sont en train d'être opérées. Vous voulez ajouter des choses, mesdames orthophonistes et neuropsychologues? Alors, je voulais ajouter quelque chose sur les aires du langage. Effectivement, il y a certaines personnes qui ont le langage à droite. Donc moi, j'ai fait très schématique, mais chez la plupart des personnes, le langage est à gauche. Parce qu'on a déjà une région du cerveau qui est morphologiquement déterminée. Elle est plus grosse à gauche qu'à droite. Ça s'appelle le planum temporale. Et oui, ça a été décrit dans des études au niveau des 2 hémisphères. On a beaucoup plus de langage des 2 côtés maintenant. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, bonsoir docteur, oui. Oui, je peux? Oui. Nous avons parlé beaucoup des AVC cérébraux. En ce qui concerne les AVC cérébelleux, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots simplement, étant personnellement concerné? Alors le cervelet, c'est ce petit cerveau de l'équilibre. C'est une structure qui est juste en dessous du cerveau, un peu en arrière. Donc c'est le centre de l'équilibre. Et ça ne donne pas les paralysies comme on l'a décrit, ça ne donne pas les troubles des aphasies, mais ça donne des gros troubles de l'équilibre. Il y a des accidents vasculaires qui intéressent le cervelet parce que l'artère qui a reçu le caillot, ce n'est pas l'endroit de la parole ou l'endroit de mouvement de la main, mais ça peut altérer beaucoup l'équilibre et la marche et l'articulation même. Donc ça, c'est des accidents cérébelleux. Et il y a des accidents vasculaires, je n'ai pas voulu tout détailler, mais selon l'artère qui a reçu le caillot, il peut y avoir des accidents vasculaires qui touchent la moelle épinière. Donc il y a des accidents vasculaires de la moelle. Donc tout d'un coup, les jambes ne fonctionnent pas. Il y a des troubles des sphincters qu'on ne peut plus contrôler. Il y a des accidents vasculaires qui intéressent l'artère ophtalmique. Donc c'est un œil qui ne fonctionne plus. Donc c'est une cécité brutale. Et ça, tout ça, ce sont aussi des équivalents d'accidents vasculaires qui touchent des artères différentes. Ce n'est pas des artères cérébrales, des artères du cervelet, de la moelle ou de l'artère ophtalmique. Mais ça nécessite la même prise en charge, ce sont les mêmes causes et à peu près le même traitement. Bon, je dois vraiment vous remercier. Une dernière? J'ai une dernière petite question. Je ne sais pas s'il fonctionne. Voilà, j'ai ma belle-mère qui a fait un AVC il y a 1 an et demi à côté de Dieppe. Elle a été prise en charge, rééduquée. Et en fait, elle est rentrée chez elle. Elle avait fait d'énormes progrès. Et chez elle, elle a stagné. Et la vie avec mon beau-père n'est pas très facile. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ça? Alors, comme je vous ai dit, il n'est jamais trop tard en rééducation. Donc, il est sûr que si vous voulez, si effectivement il y a une phase de rééducation hospitalière et ensuite une phase de effectivement retour à la maison, puisque de toute façon, au terme d'un certain temps, ça s'envisage pour tous nos patients, si c'est réalisable, il faut pouvoir garder effectivement une quantité d'exercice qui permet de maintenir les capacités. Après, les difficultés qui peuvent se rajouter chez les personnes âgées, c'est les troubles, comme disait la neuropsychologue, les troubles des fonctions intellectuelles qui peuvent effectivement entraîner des baisses de motivation à se lever, à bouger, à se déplacer, des grosses appréhensions de la chute, surtout s'il y a eu des chutes antérieures. Donc il est important effectivement de faire intervenir à ce moment-là des rééducateurs pour maintenir les acquis. Bien. Écoutez, moi je crois d'abord que on peut remercier le professeur Osseni et toute l'équipe du CHU et du service. Je crois que ça mérite des applaudissements.
Merci à vous. Donc on va se quitter parce qu'il faut que ça prenne fin à un moment donné. Je crois qu'on peut retenir que si on a une hygiène de vie, on a une chance de ne pas venir vous voir. Mais que si cette hygiène de vie ne suffit pas, on a une chance que vous nous sauviez la vie. Ce qui est déjà quand même une bonne chose. Il y a quelques témoignages ce soir qui montrent que le service que vous avez monté il y a maintenant plusieurs années et qui prend un essor particulier mérite tous nos efforts, toute notre attention et toute notre énergie. J'espère que à Mondor, il demeurera et qu'en France, il grandira. Parce que je crois que pour chacun d'entre nous, on le voit ce soir, c'est une inquiétude parce qu'on se dit que ça va bien nous tomber dessus un jour ou l'autre et que ce jour-là, on a besoin d'hommes et de femmes comme vous qui avez et l'élan du cœur et le savoir et la connaissance pour nous assister. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et de votre présence.